Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay et je suis ravie de vous retrouver en direct de Radio Anthropocène pour ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clara Lyonnais-Voutaz qui animera avec moi l'émission, mais également de Mathieu Coumoul qui change de position pour répondre à nos questions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Lors de notre dernier épisode, le 23 mars dernier, Mathieu s'est rendu dans les pentes de la Croix-Rousse pour aider les habitants à réaliser un inventaire participatif de la faune et de la flore du quartier. Ce type d'initiative permet d'impliquer directement les citadins et de favoriser, en théorie, leur contact avec la biodiversité urbaine. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment s'est construit et déroulé l'inventaire du mois de mars ? Et est-ce qu'il existe d'autres moyens de sensibiliser les habitants des villes ? Mathieu nous éclaire aujourd'hui sur le sujet. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer comment s'est construit et mis en place cet inventaire ? Eh bien en fait, au sein de l'association des espèces par million, on a pas mal de gens qui gravitent autour de nous, qui sont en général toujours très motivés pour faire des inventaires participatifs. Et on a aussi vraiment ce qu'on appelle du tout venant, du grand public. Et donc on lance un petit appel en fait, où on dit voilà, il y a 20 places, que ceux que ça intéresse viennent. Et puis on voit ensuite qu'il n'y a pas plus d'organisation que ça, entre guillemets. En fait, on communique via nos différents canaux et voilà. D'accord. Donc, initialement, pour cet inventaire, vous attendiez une vingtaine de personnes, c'est ça ? C'est cela même. Et on était une vingtaine de personnes, si ma mémoire est bonne. Ok, super. Ouais, c'est exactement ce que je me demandais. Est-ce qu'il y avait autant de monde que ce que vous aviez pu prévoir initialement ? Et du point de vue des objectifs, quelle était l'idée, le but de cette initiative ? En fait, le but, déjà, c'est de montrer un petit peu l'invisible, finalement. On le répète souvent, mais les personnes, en général, ont pas mal d'a priori sur la biodiversité en ville, vont d'abord penser à des espèces dites nuisibles, rats, cafards, pigeons, et j'en passe, et des meilleurs. Et l'idée, en fait, c'est de leur montrer que ça s'arrête pas là et que très souvent, en fait, on peut faire la balade si on a envie sur quelques mètres et on va voir plein de choses. Et donc, c'est ce que j'essaye de leur montrer. Donc, en général, on part d'un endroit assez urbanisé. Donc là, en l'occurrence, c'était la place Morel, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, une place avec quelques platanes et du béton. Et puis, petit à petit, en fait, on va essayer d'observer un espèce de gradient qui va aller de l'urbain vers un degré un peu plus important de naturalité, à savoir le parc de la Cerisée. Et donc en fait, lors de cette balade, petit à petit, on va aiguiser son œil. Donc au début, on commence sur du béton, donc forcément, on va pas voir grand-chose, mais l'entraînement est difficile, tandis que quand on arrive au parc, là, ça y est, en fait, tous les sens sont en éveil, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de trucs. Et finalement, qu'est-ce que vous avez observé ou trouvé au cours de la sortie ? Et est-ce qu'il y a des éléments que tu retiens en particulier ? Eh bien, en général, moi, j'aime bien leur montrer juste des petites rainures dans le trottoir, par exemple. Je leur dis, bon voilà, regardez, là, en fait, on a 50 cm de rainures. De visu, comme ça, vous imaginez qu'il y a combien d'espèces de plantes. Et puis, ça commence comme ça, en fait. Puis, on voit, en fait, en se penchant, on regarde un peu dans les plantes, on voit, 2-3 pucerons. Une larve de cierve qui est en train de se nourrir de pucerons. Tiens, un escargot, mais il n'était pas là. Et en fait, encore une fois, sur un tout petit espace, on voit plein de choses. Et après, eh bien, au gré des balades, en fait, je peux pas appeler les animaux auparavant pour qu'ils se pointent, en fait. Donc c'est vraiment du hasard et du tout venant. Et j'essaye aussi de laisser les habitants faire leurs découvertes eux-mêmes. Il y a un moment ou un autre, je me désintéresse vraiment du propos et je les laisse en fait venir vers moi avec des espèces, des questions et tout, pour que ça soit plus fluide comme échange et un peu moins cours magistral. Et dans cet inventaire, donc celui du 23 mars, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou des anecdotes que tu pourrais nous partager ? Alors des choses qui nous surprennent, toujours en fait en biodiversité urbaine. On parle quand même de biodiversité ordinaire, donc c'est l'essentiel des espèces qu'on rencontre. Mais il est vrai qu'il y a toujours un petit truc sympathique qui nous rappelle que c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus. Et là, si j'ai une anecdote en y réfléchissant, on cherchait en fait des organismes liés au bois mort sur une grosse bûche. Donc chacun en fait soulevait des petits morceaux d'écorce, enlevait du bout de bois. Et d'un coup, on est tombé sur une grosse femelle de frelons asiatiques en train de passer l'hiver.
Et voilà, c'était l'occasion aussi de rappeler que c'est une espèce animale comme une autre, qui n'a pas en fait d'impact comme on nous laisse le croire très souvent, et qui a juste un impact en fait sur les abeilles domestiques de ruches, mais aucunement en fait sur la biodiversité sauvage. Et voilà, en fait, c'est chouette de trouver des espèces qui nous permettent d'illustrer plein de propos, et celui des idées préconçues et des espèces dites nuisibles en fait revient souvent, quoi. Et du côté des participants, parce que ça c'est plutôt quelque chose qui t'aurait surpris toi, est-ce que eux de leur côté il y a quelque chose qui les a surpris en particulier? En fait, c'est souvent les mêmes remarques, à savoir mais je pensais pas qu'on allait voir autant d'espèces différentes, et ça se voit systématiquement. Après, les personnes sont surprises aussi de constater qu'elles sont un petit peu larguées, entre guillemets, certaines fois. Souvent, on vient me voir, on me dit mais je me rendais pas compte que j'étais déconnecté à ce point à la nature, en fait. Et ça, c'est aussi important de le constater, et je pense que ça fait des petites piqûres de rappel, genre ah oui, c'est vrai, on a en fait plein d'espèces autour de nous, et il s'agit juste de les observer. C'est une histoire de troisième œil, en fait, à ouvrir et à affûter. Et justement, avec Héloïse, on s'interrogeait sur le profil des participants. Est-ce que certains étaient déjà venus auparavant? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont déjà bénévoles à l'association ou pas uniquement? Forcément, on a notre lot de doyens et doyennes de tout âge, hein, même si effectivement on a un public qui est souvent en études, en lien avec effectivement les thématiques qu'on aborde. Mais vraiment, on a encore une fois des personnes qui se sont jamais penchées sur la question auparavant, et c'est juste de la simple curiosité. D'accord. Et de la part de ces différents participants avec tous leurs profils, est-ce que vous avez eu des retours, et est-ce que, à ton échelle, tu as l'impression que la sortie peut instaurer une forme de dynamisme futur? Ouais, nous, ce qu'on essaye de bien insister, c'est que voilà, il existe des outils de sciences participatives qui sont aujourd'hui plus ou moins connus de tous et de toutes. On les a toute la journée dans nos poches, déjà nos téléphones. Et puis, je pense notamment à l'application Naturaliste. J'en parle tout le temps, mais encore une fois, c'est une application à échelle mondiale, en fait. Ça se dit, ça. Et en fait, ça permet de prendre en photo n'importe quel organisme. Une intelligence artificielle l'identifie une première fois, et puis après, il y a d'autres personnes qui vont confirmer, en fait, si c'est bel et bien un chat de gouttière en face de nous, par exemple. Et en fait, au bout de 2 ou 3 validations, la donnée, elle est vraiment OK. Et elle peut intégrer des programmes de recherche. Et en fait, ça, depuis le temps qu'on fait une énorme pub là-dessus, je pense qu'on a gangréné plein d'habitants et d'habitantes. Et aujourd'hui, on a un atlas, nous, à l'échelle de la ville de Lyon, et ça représente plusieurs milliers de données et plusieurs milliers d'espèces différentes. Et donc ça, c'est super intéressant que n'importe qui, en fait, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et des fois, en fait, on a des données inédites pour la ville, pour l'arrondissement, pour la région, que sais-je. Et c'est en fait des habitants et des habitantes tout à fait lambda qui l'ont prise. Donc c'est super intéressant. Et alors là, tu anticipes un peu sur la suite de nos questions, justement sur les suites de l'inventaire. Avant ça, on se demandait en amont, comment est-ce qu'avec l'association, vous préparez ce type d'inventaire? Est-ce que vous faites une formation préalable, ou est-ce que vous distribuez des dépliants aux participants pour qu'ils partent avec un socle de connaissances? En fait, au début, j'essaye de jauger un petit peu la température, entre guillemets. Je leur pose des questions, je teste un petit peu leur niveau de connaissance, d'a priori, de sensibilité. Et puis on avance comme ça, en fait. Au début, c'est un échange, un étalage de science aussi de ma part, un peu. Il faut montrer plein de trucs, voilà, pour faire chauffer tout le monde. Et puis après, dès que je trouve un endroit que je juge intéressant, je distribue un petit tube à essai, vous savez, c'est ceux dans lesquels on fait pipi pour les tests. Et en fait, ils sont chargés de récolter différentes espèces. Et puis, s'ils n'ont pas envie de toucher des insectes, ce que je comprends, ils peuvent très bien me ramasser des baies, des feuilles, enfin, peu importe. Et puis, au bout de 5-10 minutes, on se retrouve, on fait un petit tour de table. Alors, qu'est-ce que vous avez observé, etc. Et puis là, une fois qu'ils ont ce truc-là, on continue un petit peu comme ça, juste avec les tubes à essai. Et puis en général, j'aime bien trouver un milieu un peu ouvert, type pelouse de parc, en fait. Je leur distribue des fils à papillons, je leur montre comment ça fonctionne. Je leur explique bien qu'on ne va pas torturer des papillons aujourd'hui, qu'il n'est pas question de ça, et que si on fait ça bien, ça ne devrait pas être trop dramatique. Et puis là, en fait, ça devient la foire d'empoigne aux arthropodes, en fait. Tout le monde me ramène des araignées, des acariens, des insectes, tout plein de choses.
Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer à une personne, alors voilà, ça c'est telle espèce, elle fait ça dans la vie, son écologie, c'est ça. Maintenant, va prêcher la bonne parole et va raconter la vie de cette coccinelle à qui veut bien l'entendre, en fait. Et la transmission d'informations se fait un peu comme ça, et puis ça évite que je m'égosille aussi, je pense, et qu'on s'égosille. Et justement, une fois que vous avez récupéré les petits tubes à essai et toutes les trouvailles des participants, sous quelle forme est-ce que vous restituez vos résultats, les listes d'espèces observées, et sous quelle forme est-ce que vous pouvez en rendre compte peut-être plus largement qu'à l'échelle des participants ? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. J'essaie de leur faire télécharger iNaturalist en fait, et de leur faire rentrer directement les données. Et moi, après, quand je vois des choses super intéressantes, par exemple, si je vois un oiseau et j'ai pas eu le temps de le prendre en photo ou de l'attraper avec mon filet, ce qui est normal, eh bien, je vais le garder en tête et puis je vais le faire rentrer après dans une base de données qui est à l'association, en fait, où on compile toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi certaines espèces que je vais juger intéressantes, que je ne vais pas pouvoir identifier sur le terrain ni avec une photo, qui vont nécessiter un petit peu plus de recherche, où va peut-être falloir faire ce qu'on appelle un édéage. Donc, en fait, enlever les organes génitaux mâles des insectes pour pouvoir l'identifier vraiment sérieusement, puisqu'on a beaucoup d'espèces qui vont avoir en fait la même tronche de visu comme ça. En revanche, quand on regarde leurs organes reproducteurs, on s'aperçoit que ce sont des espèces différentes. Et si on considère en fait que chaque espèce est un miroir de nos environnements, ça devient très très intéressant d'avoir une lecture fine de ça. Donc j'ai toujours un petit tube avec de l'alcool et puis on prélève et après on identifie plus tard au bureau ou à la maison au coin du feu. Et alors, je m'éloigne un petit peu de cet inventaire participatif, mais au-delà de ces dispositifs-là, est-ce qu'il existe justement d'autres méthodes, d'autres peut-être activités que vous organisez et dans lesquelles vous impliquez aussi les habitants ? Alors effectivement, en fait, là, dans ce qu'on expliquait tout à l'heure, donc on les a sensibilisés à la biodiversité en ville, on les a impliqués dans des process scientifiques. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait toutes ces espèces-là, en fait, et que nous aussi d'ailleurs on s'en rendu compte, ça nous sert un petit peu de levier pour, pourquoi pas, proposer des mesures de gestion concrètes. Donc, par exemple, la plantation d'une haie, la création d'une mare, ou toutes sortes d'habitats en faveur de la biodiversité. Et dans ces cas-là, en fait, on peut organiser des chantiers participatifs. Et donc là, c'est pareil, on se retrouve avec un nombre donné de bénévoles et de gens d'ici et d'ailleurs. Et le temps d'une journée, on creuse une mare ou tout un tas de choses de ce type. Et là, je considère que c'est une véritable implication, au même titre que la partie scientifique, ça va rebuter certaines personnes. Mais à l'inverse, mettre les mains à la terre, ça va vraiment mettre du sens à ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, j'observe que les personnes qui viennent aux inventaires participatifs ne sont pas nécessairement les mêmes qui viennent aux chantiers participatifs. Donc là, ça montre aussi qu'on est sensible différemment sur cette cause et que chacun, encore une fois, a sa pierre à apporter à l'édifice, quoi. Et justement, que ce soit pour les inventaires ou les chantiers, est-ce qu'il y a des quartiers ou des endroits où vous travaillez plus que d'autres ? Et si oui, pourquoi ? On essaie de s'intéresser le plus possible vraiment à l'espace urbanisé, bien dense. Et donc de laisser de côté un petit peu les endroits qui bénéficient déjà d'un petit écrin de nature. Parce qu'on pense qu'il y a urgence d'agir en fait dans certains espaces où les phénomènes d'îlots de chaleur, etc. sont assez préoccupants. Et ce que nous, entre nous, on appelle notamment des no-birds land, quand il n'y a même plus un rouge-gorge ou autre, on sait que ça commence à être un merle plutôt, ça commence à être un peu tendu. Pareil, un insecte que je vois systématiquement, c'est le gendarme, hein, donc c'est une petite punaise super résistante à plein de choses. Dès lors que vous la voyez plus dans un endroit, c'est que vraiment ça commence à être compliqué. Donc c'est dans ce type d'endroit qu'on souhaite intervenir le plus possible. Et puis on a fait beaucoup d'inventaires dans le premier arrondissement. D'ailleurs, on a même fait un petit ouvrage en fait qui retrace 5 ans d'inventaire dans le premier. Tout simplement parce que nos locaux sont là et puis parce que c'est un arrondissement super intéressant. On a du bâti ancien, de l'urbain dense, les Balmes, la Saône, le Rhône. Ça regroupe pas mal de configurations, donc c'est important d'avoir cette première grille de lecture pour commencer, je pense. Et au-delà de ce que vous proposez avec l'association, est-ce qu'il y a des inventaires que les citoyens peuvent réaliser en autonomie ou est-ce que pour l'instant tout se fait dans le cadre des sorties que vous organisez ? Nous, on leur met les pieds à l'étrier et après, s'ils veulent aller sillonner les plaines avec leurs chevaux, c'est tout à fait possible. Et en fait, il y a vraiment plein de protocoles qui sont disponibles sur Internet. Je pense à Viginature, Spipole qui permet de compter les pollinisateurs. En gros, enfin, il y a plein de choses à faire. Libre à eux, encore une fois, de s'essayer à ça.
Et puis nous, on essaie de leur approcher, les amener à observer les choses d'une certaine manière. Rien ne les empêche aussi d'aller voir d'autres structures, de se renseigner de leur côté. Ça reste de l'auto-formation pour nous tous et toutes, en fait. Et d'après ton expérience, parmi tout ce que vous proposez, justement, quelles initiatives ou peut-être quelles espèces ont le plus de succès pour l'instant ? Eh bien, les oiseaux, j'ai l'impression que c'est universel, en fait. Tout le monde aime la poésie du chant des oiseaux, ce que ça leur procure d'en observer. Et puis après, pour ceux qui aiment plus la technique, vous leur montrez une libellule, là, ils sont comme des fous. Vous leur expliquez que ça avance en arrière, en avant, en haut, en bas. Enfin, là, c'est la folie. Et puis pareil, les papillons aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a une passion des papillons. Et si vous avez l'occasion de discuter vers de terre ou encore une fois gendarme avec des enfants, vous allez voir que c'est vraiment leur dada, quoi. Et d'une manière générale, qu'est-ce qui va interpeller ou surprendre le plus les participants ? Nous, on aime bien leur faire miroiter des observations complètement folles. Même si on les a eues il y a plusieurs années, on leur dit alors voilà, là une fois on a vu un chevreuil dans les Balmes du 1er arrondissement. Là, ils deviennent fous aussi. Pareil, il y a des données de blaireaux, donc toujours au parc de la Cerisée. Ça aussi, ça leur fait un certain effet. Après, nous, entre naturalistes, on a tendance à bugger sur des trucs et je me rends compte, en fait, le grand public, on n'a rien à cirer. Donc, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Et pour finir, quel est ton point de vue à propos des sciences participatives et selon toi, que peuvent-elles apporter aux différents protagonistes et aux différents projets ? Déjà, il y a un axe de sensibilisation et d'appropriation à une science, en fait, tout simplement. Et aussi sortir du dôme où c'est un vieux scientifique blanc émérite dans son laboratoire et sa tour d'ivoire qui compile des données, des informations. Là, en fait, ça devient vraiment n'importe qui, entre guillemets, qui peut travailler dessus. Et je trouve que c'est un outil de démocratisation complètement fou. Bon, eh bien, le temps file. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet éclairage riche sur ce sujet. Et merci à toi, Clara, pour toutes ces questions pertinentes. On se retrouve le 15 mai prochain pour parler cette fois de ce qu'on appelle parfois les nuisibles ou indésirables et pour questionner leur place dans la ville vivante. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre émission sur le site de Radio Anthropocène ainsi que sur les plateformes de streaming musical ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt avec l'équipe de La Chèvre et le Chou. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.